Bonjour et bienvenue à ce webinaire de l'Institut de recherche en politique publique sur les soins aux aînés. Le webinaire vous est présenté par la Coalition pour la dignité des aînés. En route pour les États généraux sur les conditions de vie des aînés le 3 mai 2022. Pour en savoir plus, visitez le www.coalitiondignitéaînés.québec. Je vous laisse maintenant avec le modérateur du webinaire d'aujourd'hui, rédacteur adjoint à Options politiques, Patrick Derry. Merci, Ricardo. La pandémie de COVID-19 a révélé de façon criante les nombreuses vulnérabilités du système de santé québécois. Mais ces vulnérabilités ne datent pas d'hier. Québec met de l'ordre dans les urgences. Aucun malade ne pourra y rester plus de 48 heures. C'était la manchette de la presse en mars 1980, il y a maintenant 42 ans. Autrement dit, la moitié de la population actuelle du Québec n'était pas encore née parce que 42 ans, c'est l'âge médian au Québec. Depuis 20 ans, au fil des gouvernements et des ministres, les commissions, rapports, livres blancs sur la santé se sont succédés. Pourtant, on a l'impression que rien ne bouge. La façon dont le Québec soigne ses aînés, en particulier, a montré de graves carences. Plus de 5 000 d'entre eux sont morts pendant la première vague de la pandémie au printemps 2020 et la plus grande partie d'entre eux dans des CHSLD qui sont pourtant les endroits à qui l'on confie les plus vulnérables de nos aînés. La COVID continue à faire des dégâts, particulièrement chez les plus de 60 ans. La population du Québec vieillit plus vite que celle du reste du pays, que la majorité de celle des pays développés aussi. Des milliers d'aînés québécois attendent toujours pour des soins, que ce soit à domicile ou ailleurs dans le réseau de la santé, et leur nombre augmente plus vite que notre capacité à les soigner. Donc, on a besoin, plus que d'un virage, on a besoin d'une véritable révolution dans les soins aux aînés. Le temps commence à manquer. La question qui se pose, c'est comment faire en sorte que celle-ci soit la bonne. Donc, c'est un peu le défi qu'on a donné à notre première invitée que je présente, qui est Joanne Castonguay, qui est économiste de formation. Elle étudie les systèmes de santé depuis plusieurs années. Elle est l'auteure de plusieurs publications, notamment sur la gouvernance des systèmes de santé, sur le transfert des innovations. Elle a été professeure associée au pôle santé de HEC Montréal. Elle a été également directrice de recherche à l'IRPP et auparavant au Cyrano. Fin 2019, le gouvernement du Québec nommait Joanne Castonguay au poste de commissaire à la santé et au bien-être. C'était quelques semaines avant le déferlement de la COVID-19. En août 2020, Québec a confié à la commissaire à la santé et au bien-être le mandat d'évaluer la performance du système de santé dans le contexte de la gestion de la première vague de pandémie, en particulier du point de vue de l'offre de soins et de services aux aînés. Son rapport final, publié en début d'année, s'intitule « Le devoir de faire autrement ». Et plus récemment, le gouvernement a aussi confié à la commissaire à la santé le mandat d'évaluer la performance des soins à domicile. Madame la commissaire, merci d'être avec nous. Bonjour. Pour alimenter la discussion qui va suivre la présentation de Mme Castonguay, nous avons invité des gens qui vont apporter chacun leur perspective du système de santé et des soins aux aînés au Québec. D'abord, Alain Dubuc, économiste, ancien éditorialiste en chef et chroniqueur à la presse, qui a beaucoup écrit sur le système de santé, qui est aussi l'auteur d'une étude récente de l'Institut du Québec sur les soins à domicile. Bonjour Alain. Bonjour. Yves Couturier, professeur à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke et auteur principal de l'étude de l'IRPP intitulée « Réorganiser les soins de longue durée à la lumière de la pandémie ». Bonjour à tout le monde. Kwok Nguyen, interniste, gériatre et épidémiologiste au service de gériatrie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Bonjour Kwok. Bonjour. Merci à tout le monde d'être avec nous. Donc, on va avoir une présentation individuelle de chacun des panélistes, mais dans un premier temps, je vais laisser Mme Castonguay présenter les principales conclusions de son rapport avant de donner la parole aux panélistes. Et tous ensemble, on va discuter, réfléchir sur les défis et les solutions possibles pour améliorer les soins de santé au Québec, en particulier les soins aux aînés. Mme Castonguay, la parole est à vous. Merci beaucoup, Patrick. Pour commencer, en fait, merci beaucoup à Patrick, mais merci à l'équipe de l'IRPP pour l'invitation. Merci aux auditeurs de prendre le temps de venir écouter cette présentation-là et la discussion qui va s'en suivre. Alors, première diapositive.
Donc, le devoir de faire autrement. Donc, comme nous l'a expliqué Patrick, notre mandat, le mandat qui a été confié au CSBE, était d'examiner la performance du système de santé dans la gestion de la pandémie, mais la première vague de la pandémie, particulièrement dans les milieux d'hébergement, mais il y avait aussi la performance de la santé publique à gérer la crise. Et on nous a demandé de porter un regard particulier à la gouvernance du système de santé. Donc, c'était un mandat qui était assez large et qu'on a choisi d'entreprendre ou d'aborder, prochaine diapo, en deux grands, pas en deux temps, mais en deux grandes lignes. Et c'est comme ça qu'on a divisé aussi l'information, l'analyse, pour ensuite en faire un tout là, dans le contexte d'un rapport qui était plutôt un sommaire exécutif. Mais bref, la première partie porte sur la gestion de la santé, la gestion de la crise, mais l'organisation de la santé publique, la gestion de la crise par rapport à la santé publique et comment ces éléments-là ont pu affecter les résultats qu'on a connus dans le contexte de la première vague. La deuxième porte, elle, sur la situation de l'organisation des soins et services destinés aux personnes âgées, mais particulièrement dans le milieu d'hébergement, au moment d'entrer dans la crise et comment ces éléments-là ont affecté, ont contribué, si on veut, aux résultats qu'on a connus. Donc, le sommaire des résultats, prochaine diapo, est présenté en trois grandes questions. D'abord, que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Et ensuite, comment éviter que cela ne se produise? Mais avant de parler sur le sommaire des résultats, je veux juste souligner que c'est le résultat de travaux de toute une équipe, en fait, toute l'équipe du CSBE. Ces travaux-là ont été exécutés sous le leadership d'un comité de pilotage qui était composé de Jean-Louis Denis, professeur titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, de Mélanie Bourassa, professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, et Anne Lemay, ancienne directrice générale adjointe du CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal et spécialiste de l'analyse de la performance. Enfin, au dernier mois de notre mandat, on a deux nouveaux commissaires adjoints se sont joints au CSBE et ont mis la main à la pâte. Et donc, il y a Denis Roy, qui est médecin en santé publique et qui a fait un passage à l'INSPQ et à l'INES, et aussi Susan Usher, qui a contribué à de nombreuses publications sur la gouvernance des systèmes de santé. Donc, aussi, les résultats qu'on vous présente aujourd'hui sont le résultat là, en fait, c'est l'analyse de données de multiples sources. Donc, on a eu accès à 22 bases de données. On a fait plus de 104 entrevues, en fait 104 entrevues où on a rencontré plus de 150 personnes. On a fait un appel aux citoyens, aux témoignages, on a confié des mandats et on a fait une analyse de revue de littérature. Donc, bref, c'est le résultat d'un ensemble important d'informations pour essayer de faire un tout cohérent et de comprendre comment l'ensemble de ces éléments-là ont pu contribuer à la crise. Donc, que s'est-il passé? Prochaine diapo, prochaine diapo. Donc, les résultats, sans passer là, sur toutes les données, parce qu'aujourd'hui, ce sont des données en majorité là, qui sont assez bien connues par l'ensemble de la population, mais essentiellement, la pandémie a vraiment démontré sans équivoque qu'on peut faire mieux. En fait, on en a la responsabilité. Sans présenter toutes les données, là, je veux juste souligner que 64% des décès de la première vague ont été constatés dans les CHSLD, alors qu'ils ne représentent que 0,5% de la population. Ensuite, une autre donnée qui était moins connue, c'est l'excès de mortalité. Lorsque l'on compare la mortalité durant la dernière vague avec la mortalité attendue à partir des données des années précédentes, on observe qu'elle était de 34% supérieure dans les CHSLD, alors que c'était vrai là, seulement pour 15% de la population en général. Aussi, un autre élément, c'est qu'il y avait une proportion importante des travailleurs de santé qui avaient été infectés par la COVID qui travaillaient dans les CHSLD, c'est-à-dire 47% d'entre eux. Prochaine diapo. Autre élément important, c'est que si on avait compilé les données et on avait eu un meilleur mécanisme de compiler les données adéquates,
et qu'on avait eu un mécanisme de vigilance adéquat, celui-ci aurait mis en évidence en temps opportun que la propagation était rapide dans les CHSLD. En fait, si on regarde ici, ce qu'on observe, c'est que le taux de positivité, à partir d'au moins le mi-mars, des personnes de 80 ans et plus était très élevé et en forte augmentation. Et si on avait tenu compte de cette donnée-là ou que le mécanisme de vigilance nous l'avait signalé, peut-être qu'on aurait revisité notre stratégie pour faire face et on aurait probablement fait une autre planification pandémique que celle qui priorisait les hôpitaux. Prochaine diapo. Ici, c'est les résultats de travaux d'un mandat qui a été confié à Kwok Nguyen, qui est ici avec nous, mais qui visait comprendre c'était quoi les raisons, qu'est-ce qui expliquait qu'on avait un excès de mortalité au Québec, en fait, par rapport aux autres provinces canadiennes. Et dans les travaux de Kwok et de son équipe, ce qu'on observait, c'est que sur les facteurs de risque, ceux qui expliquaient le premier décès dans les CHSLD étaient beaucoup liés à la communauté dans laquelle se trouvaient les installations. Le degré, c'est-à-dire la densité de population dans ces territoires-là, le degré de transmission communautaire et le nombre total de lits dans l'installation de lits. Le statut privé non conventionné avait aussi, expliquait aussi dans la région de Montréal une augmentation des premiers décès, c'est-à-dire une observation des premiers décès dans les CHSLD ou dans les RPA. Et le risque accru d'infection et de taux de mortalité, en fait, dans nos données québécoises, était généralement expliqué par la transmission communautaire. Dans les travaux, la littérature, elle expliquait non seulement par la transmission communautaire, mais que les risques accrus d'infection étaient généralement liés au niveau de dotation du personnel, le roulement élevé du personnel dans le système, ainsi de suite. Là. Puis aussi le sous-financement, manque d'encadrement, mais on va revenir à ces éléments-là. Donc, pourquoi est-ce que c'est arrivé? Alors, les travaux du CSBE ont porté deux diapositives. Donc, les travaux du CSBE ont cherché à comprendre 4 grands groupes de vulnérabilité. Excusez-moi. On a séparé les vulnérabilités ou l'information, les enjeux qui ont été observés dans le système de santé en 4 grands groupes. Les premiers portaient sur la gestion du système de santé face à la crise de santé publique. Le deuxième, à l'organisation des services aux aînés au moment d'entrer dans la pandémie. Le troisième, à la gouvernance des soins et services destinés aux personnes âgées. Et finalement, la gouvernance générale du système de santé et des services sociaux. Alors, sur le premier élément, la prochaine diapo, au niveau de la gestion de la crise sanitaire, le principal facteur qui explique le résultat, et sans les nommer tous, sont d'abord l'absence d'un plan de pandémie à jour et adapté à tous les types de milieux de vie de la population au moment où on entrait dans la pandémie. Ensuite, les autres éléments sont beaucoup liés au fait qu'il n'y avait pas de plan d'urgence qui avait été mis à l'essai. En fait, la mise à l'essai est un des facteurs qui a fortement expliqué la confusion qui existait au début de la pandémie sur les rôles en temps de crise, qui décidait, quelle était la structure de décision, qui on devait écouter, etc., et comment communiquer entre les différents éléments. Et aussi, c'est ce qui explique le manque de consultation des représentants des milieux hors hôpitaux. Autre élément qui aurait pu être évité, qui ont eu un impact particulier dans les milieux d'hébergement des aînés, c'est la sous-représentation des milieux de vie et des besoins des aînés qui découlait de l'absence d'experts dans les comités cliniques des tables décisionnelles ou de la table décisionnelle au début de la pandémie. Il y avait également l'absence d'outils informatisés intégrés et l'absence d'accès à des données de qualité qui n'ont pas aidé. Donc, les fragilités au niveau des capacités en prévention et contrôle d'infection, planification déficiente des réserves d'équipement, protection individuelle, recours limité, tous ces éléments-là auraient pu être évités si effectivement on avait eu des meilleures sources d'information, mais si on avait eu aussi une meilleure organisation, avions pratiqué, si on veut, les plans de gestion de crise. Prochaine étape, l'organisation. Comment l'organisation des services aux aînés au moment d'entrer en pandémie
ont pu contribuer. En fait, comme on le sait, il y avait de nombreuses lacunes qui avaient déjà été signalées dans ces milieux-là, là, au nombre desquels on connaît là, les ressources financières, les pénuries de main-d'œuvre, l'insuffisance d'encadrement du personnel, etc. Tous ces éléments-là étaient déjà connus. Mais à ceux-ci, on peut ajouter le modèle d'organisation des ressources humaines fondé sur la mobilité, le manque ressenti d'infirmières dans les milieux d'hébergement qui a des conséquences sur la qualité des soins et services. Et finalement, il y avait de nombreux ou plusieurs milieux de vie pour les aînés ne bénéficiaient pas de conditions sécuritaires. En effet, les résultats des dernières visites ministérielles documentées montrent que seulement 26% des CHSLD avaient des espaces intérieurs sécuritaires, propres et bien entretenus. Ça, c'est des données qui datent au moins, en fait, entre 2 et 3 ans avant la crise. Sur les enjeux qui portaient sur la gouvernance des soins et services destinés aux personnes âgées. Prochaine diapo. On souligne que les CHSLD ne sont pas considérés comme des... En fait, ils sont considérés comme des milieux de vie, mais ils ne figurent pas dans les priorités du ministère de la Santé. En fait, c'est qu'on voit vraiment comme une séparation entre les milieux de soins et les CHSLD qui, eux, sont des milieux de vie. Le leadership, tant au niveau ministériel et dans les établissements, est insuffisant pour assurer une lentille aînée dans les décisions gouvernementales. Et il n'y a pas d'intégration des services de santé dans les milieux de vie. Ce sont tous des éléments qui sont importants. Et un autre élément, c'est le financement des services d'hébergement privés et publics qui est imprévisible. Il y a beaucoup de variations, il est restreint, il est inéquitable tant pour les patients que pour les prestataires. En effet, on a fait faire une étude là, qui portait sur les coûts comparatifs de 4 milieux, en fait 4 CSS pour tous les types de milieux de vie dans les 4 CIUS. Et ce qu'on observait, c'est que non seulement les contrats ou le financement que les installations recevaient pour les patients au sein même de l'établissement pouvait être différent et il différait aussi d'un établissement à l'autre, d'une installation à l'autre. Donc, il n'y a vraiment pas d'équité tant pour les patients que pour les prestataires au niveau là, de l'offre de services, de soins destinés aux personnes âgées. Prochaine diapo. Sur la gouvernance générale du système de santé et des services sociaux. Il s'agit de facteurs décriés depuis plusieurs années par de nombreux observateurs du système. Parmi ceux-ci, je souligne la concentration de la gouvernance sur les activités et sur l'accès, plutôt que sur les résultats de santé qui sont importants pour les gens, l'absence de données pertinentes pour soutenir la prise de décision et l'allocation des ressources sur une base historique plutôt qu'en fonction des besoins. Prochaine diapo. En résumé, si le ministère valorisait davantage son rôle de gouvernance, les résultats de la première vague de la pandémie auraient pu être tout autres, c'est-à-dire s'il portait moins d'attention sur les opérations du système et plus sur les résultats obtenus, qui mobilisait les leviers de la gouvernance pour améliorer la performance du système, cela pourrait avoir un effet, pour effet d'optimiser les ressources de santé en vue d'améliorer la santé de la population. Prochaine diapo. Si les gouvernements successifs s'étaient intéressés davantage au cours des 20 dernières années aux enjeux récurrents soulevés par de nombreux comités d'experts et aux solutions pour y remédier, les résultats de la crise auraient été beaucoup moins tragiques. Prochaine diapo. Face aux personnes décédées, leurs familles et face aux travailleurs de la santé qui ont dû travailler dans des conditions extrêmement difficiles et qui continuent de le faire, nous avons le devoir de faire autrement et d'opérer un changement fondamental d'orientation. Et c'est ce que nous proposons dans nos recommandations. Prochaine diapo. Comment éviter que cela ne se passe à nouveau? Prochaine diapo. Donc, on a choisi délibérément de ne pas faire trop de recommandations. Souvent, on va voir des rapports qui vont avoir une cinquantaine, soixantaine de recommandations et c'est difficile de s'y retrouver, de voir par où commencer. Alors, on a essayé de plutôt proposer des orientations, c'est-à-dire de proposer les principes qui devraient guider les décisions sur l'évolution du système de santé. Et ensuite, on a proposé 7 recommandations qui devraient être suivies à plus ou moins court terme pour commencer dès maintenant à obtenir de meilleurs résultats.
Donc, parmi les orientations, ce que nous proposons, c'est de favoriser le passage à un ministère qui assure la gouvernance orientée sur la valeur des soins et services pour la collectivité. Excusez-moi. De passer à un système qui offre des services intégrés et orientés sur les besoins et les résultats importants pour les gens. De passer à une gestion de proximité des ressources humaines axée sur la mobilisation et la promotion de la santé du personnel. En fait, on a une gestion actuellement qui est basée sur la dotation et on souhaite aller vers une gestion de proximité. On propose aussi de passer à des systèmes d'information intégrés, ouverts et transparents qui exploitent le plein potentiel des données pour éclairer les décisions sans compromettre la vie privée. Et enfin, de passer à une santé publique qui est stratégique, c'est-à-dire qui est au cœur des stratégies ministérielles pour améliorer la santé des populations. Nos recommandations maintenant, elles sont séparées en deux grandes catégories, soit celles qui peuvent avoir un impact à plutôt court terme, qui jettent aussi les bases pour orienter les services aux personnes âgées sur la valeur, et ensuite les recommandations dans un deuxième bloc qui visent des résultats sur le moyen et long terme. Chacune de nos recommandations dans les rapports ou dans le rapport est déclinée par étapes et on propose aussi des porteurs de ballon pour chacune d'entre elles. Au niveau des recommandations maintenant, pour répondre aux besoins de court terme. Donc, on propose de développer une stratégie nationale de préparation et de gestion de crise sanitaire, incluant investir dans la surveillance, la préparation et la mise à l'essai périodique d'un plan de gestion de crise. On recommande également que les résultats de l'application de cette stratégie soient évalués sur une base périodique par des experts externes. En effet, là, les gens ou les acteurs responsables de la gestion de ces crises-là, dans le temps, vont changer, le système évolue aussi. Donc, c'est important de s'assurer que notre plan de gestion de crise est mis à l'essai sur une base régulière, mais qui évolue avec l'évolution des organisations. Deuxième recommandation, de donner l'autorité au directeur national de santé publique de rendre public ses avis et ses recommandations. C'est-à-dire, on souhaite avoir un système et plus transparent au niveau des autorités de santé publique. Troisième recommandation, implanter un système de mesure des résultats des soins et services aux aînés en vue de soutenir une gestion axée sur les résultats importants pour les gens. Et donc, ceci nous permettrait de mieux planifier et réguler l'offre de services d'hébergement selon les résultats attendus, mais aussi selon un mode de financement qui soit équitable pour tous les milieux de vie. Équitable pour les usagers et pour les prestataires. Donc, vous aurez compris qu'ici, il s'agit de deux recommandations, soit le système d'évaluation des résultats pour les aînés, mais aussi la planification et la régulation d'une offre de services d'hébergement, de sorte que les règles soient les mêmes, peu importe le prestataire ou l'endroit où les personnes sont hébergées. Et enfin, on propose un appel à solutions concertées pour améliorer l'offre de services de santé dans les milieux de vie et améliorer la coordination de ces services avec ceux qui sont déjà offerts. Ici, on en a moins entendu parler là, depuis la sortie de notre rapport, mais on propose ici un appel à solutions pour que les institutions, les établissements, ainsi que les milieux, proposent des moyens d'améliorer l'intégration des services entre les CHSLD et les établissements, de sorte qu'il y ait moins un bris de service ou qu'on ait la réaction de toujours, à chaque fois qu'il y a des complications de santé dans les milieux d'hébergement, d'envoyer ces personnes-là dans les hôpitaux. Donc, l'idée, c'est d'améliorer l'intégration des services et d'éviter que ces milieux-là soient considérés strictement comme des milieux de vie. Enfin, prochaine diapo, les recommandations à plus long terme, on propose de lancer deux grands chantiers. Alors, le premier a pour objectif de placer la santé publique au cœur des priorités stratégiques du ministère de la Santé et de définir c'est quoi l'évolution souhaitable de la mission de santé publique dans notre société. La santé publique, c'est la prévention, la promotion de la santé, c'est beaucoup plus facile, en fait, moins dispendieux, de ne pas tomber malade que d'agir une fois que les personnes sont tombées malades. Donc, on devrait vraiment miser sur ces stratégies-là et utiliser mieux la santé publique pour prévenir la maladie. On a réduit le financement de ce secteur au cours des dernières années
Or, la pandémie nous a démontré son importance stratégique. Alors, dans ce contexte, on recommande de rehausser les capacités du système de santé publique, à la fois au niveau des ressources humaines, informationnelles et financières, au moins à la hauteur des besoins et des résultats visés, minimalement à un niveau comparable de ce qui est observé ailleurs au Canada. Donc, il faut également transformer l'orientation de notre système de santé d'un système de santé centré sur l'activité vers un système orienté sur les résultats importants pour les gens. Ceci commence par la dotation d'un système d'information qui nous informe sur les résultats et l'allocation des ressources en ce sens. Nous avons besoin d'un plan qui soit réaliste pour nous engager dans cette voie. Il est important aussi que le ministère rende des comptes dans le temps sur l'évolution du système en ce sens. Prochaine diapo. Donc, en conclusion, on a le devoir de faire autrement. On a montré que nous en sommes capables, puisque nous sommes passés des pires résultats au niveau de l'impact de la pandémie lors de la première vague, au premier rang là, quand il s'agit de mettre en place des stratégies de vaccination. Donc, nous avons la responsabilité d'apprendre de nos erreurs, de corriger nos vulnérabilités, de revoir les orientations du système et de le replacer sur une trajectoire d'excellence fondée sur la valeur. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame la commissaire, pour cette présentation qui est à la fois instructive et le mot que je cherche en anglais, c'est humbling, là, mais pour dire, bref, on est mis face à nos devoirs. Moi, je retiens un passage, la crise aurait pu être moins tragique. Et je comprends ici qu'il ne s'agit pas de lancer un blanc, mais c'est un constat sur le système qu'on s'est donné. Je fais un commentaire rapide avant de passer aux panélistes, mais j'ai l'impression que c'est un peu le principe Don't Look Up qui s'est appliqué pour faire référence au film, dans ce sens où on avait plusieurs indices depuis plusieurs années qui nous montraient ce qui nous attendait. On a choisi de les ignorer malheureusement. Je vais répondre rapidement à une question qui a été posée parce qu'elle cadre un peu le débat avant d'aller vers les panélistes. Une dame demande c'est quoi le pourcentage de décès dans les CHSLD, dans les résidences et dans le reste de la population. On est rendu à environ 15 000 décès au Québec de la COVID, toutes catégories confondues, tous âges confondus. C'est environ 7 000 qui ont eu lieu dans les CHSLD, donc pas loin de la moitié. 700 dans les ressources intermédiaires, qui sont l'étape avant les CHSLD, si on veut. Pour donner une idée, il y a environ 40 000 personnes dans les CHSLD du Québec, donc c'est un pourcentage énorme qui est décédé dans ces établissements-là. Évidemment, c'est des aînés qui sont plus vulnérables. En comparaison, pour les résidences pour aînés, c'est environ 3 000 morts, ça, c'est depuis le début de la pandémie. Pour recadrer, il y a quand même pas mal plus de monde dans les résidences que dans les CHSLD. Il y a environ 130 000 personnes. Et il y a environ 5 000 aînés leur lieu de résidence était à domicile. Donc, ils peuvent être morts à l'hôpital, mais donc, ils étaient à leur domicile. Pour remettre en perspective, il y a environ 1,6, 1,7 million de personnes de 65 ans et plus au Québec. Donc, la vaste majorité des gens de 65 ans et plus demeurent chez eux, et même de 70 et 75 ans. Mais la plus grande proportion des décès était en CHSLD. Donc, je vais passer la parole à nos panélistes avant de revenir certainement plus tard pour d'autres interventions et questions. On va commencer avec Alain Dubuc, ancien éditorialiste en chef et chroniqueur à la presse, auteur d'une étude récente sur les soins à domicile. Et Alain, je vais te poser la question que j'ai posée à tous les autres et que je suis sûr que tu vas être capable de répondre en 5 minutes. Comment fait-on pour que cette fois-ci soit la bonne? Je vais me concentrer sur la deuxième partie de la question. C'est que cette fois-ci soit la bonne. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que cette fois-ci pourrait être la bonne? Et il y a un certain nombre d'éléments, et je ne veux pas tomber dans le jovialisme, mais un certain nombre d'éléments qui permettent de croire que cette fois-ci, après des années ou des décennies de discussion, il serait possible de faire des progrès, notamment dans la prise en charge des personnes aînées. Et il y a 6 ensemble de considérations qui m'amènent à ce relatif optimisme. Le premier, c'est qu'il y a des facteurs politiques. Il y a depuis quelques années des signaux politiques qui nous montrent qu'il y a une préoccupation plus grande pour les questions liées à la prise en charge des aînés. Le gouvernement actuel, dès son arrivée au pouvoir, a envoyé des signaux avec l'idée
plus ou moins heureuses des maisons des aînés, mais aussi avec des injections de fonds dans les soins à domicile, dans les soins de longue durée. Et ça, c'était avant la pandémie. Il y a eu aussi des gestes forts. Le premier d'entre eux, c'est d'avoir recréé le poste de commissaire à la santé et au bien-être, et donc qui nous donne la présence de Mme Castonguay, et qui a été suivi. C'est un chien de garde, c'est un regard extérieur critique qui permet à un système de s'améliorer, et ça a déjà donné un résultat avec l'analyse que Mme Castonguay vient de nous présenter. Ça va certainement nous en donner un deuxième avec le mandat nouveau que le commissaire a, qui est celui d'analyser la question des soins à domicile. Il y a aussi, dans le plan de refondation du système de santé, plusieurs éléments qui portent sur les personnes âgées. Donc, il y a des signaux qui n'étaient pas là avant, qui sont présents. Et là, évidemment, la question, c'est de savoir quel sera le degré de passage de l'intention à l'action. Et là, il y a des éléments qu'il faut regarder qui nous permettent encore là un petit optimisme. Le premier, c'est les cycles de l'opinion publique. D'habitude, en période de crise, on a des moments de sensibilisation très grands qui sont en général de courte durée, c'est-à-dire qu'on se mobilise et ensuite on a tendance à passer à d'autres choses et à oublier l'espèce d'élément d'inquiétude qui pouvait s'être éveillé. Dans le cas de la pandémie, des ravages qu'elle a fait sur les personnes âgées, je pense que l'ampleur du traumatisme, l'élément d'horreur, mais aussi de honte nationale que ça a provoqué, fait que les effets de cette crise-là peuvent être plus durables. Il y a un autre élément aussi dont il faut tenir compte, c'est que la pandémie s'inscrit dans la durée. Et que si ça avait été une vague qu'on oublie puis on revient à la vie normale, peut-être qu'on aurait eu tendance à oublier, mais on vit d'une vague à l'autre. On vit dans l'univers du masque, on vit dans l'univers des crises à répétition dans le système hospitalier qui sont là pour nous rappeler que les problèmes sont toujours là. Et donc, tout ça donne aussi un élément d'apprentissage. Le savoir collectif n'est pas celui qu'il était il y a 3 ou 4 ans. Moi, je l'ai vécu personnellement avec la publication d'une étude sur les soins à domicile. Écrire sur les soins à domicile, c'était une forme de sacerdoce quand je l'ai fait. C'est-à-dire que ce sont des choses nécessaires, il faut les faire en sachant que c'est un exercice ingrat qui aura peut-être peu de retombées. Puis on voit que ces efforts-là qui ont été faits à plein d'endroits commencent à porter fruit. Il y a un troisième ordre de considération qui est celui du rapport des personnes âgées avec la population en général. Et très souvent, ce qu'on voit dans la plupart des domaines de politique publique, c'est qu'on se désintéresse des problèmes qui sont loin du quotidien ou de l'immédiat de la vie quotidienne. Et dans le cas des personnes âgées, ça s'est exprimé de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on a eu tendance depuis des décennies à éloigner les personnes âgées de la vie quotidienne, à les isoler et donc à ne pas les voir et à ne pas penser à leurs problèmes. Et ça a permis, entre autres, un phénomène assez étonnant, c'est le fait que les changements démographiques que nous vivons en ce moment étaient prévisibles depuis facilement 40 ou 50 ans et que malgré la prévisibilité de la crise vers laquelle on se dirigeait, on n'a rien fait parce qu'on a commodément réussi à oublier l'existence du vieillissement et l'existence des personnes âgées. Ce phénomène-là d'oubli de ce qu'on ne voit pas ou d'oubli de ce qui ne touche pas directement, on le voit particulièrement dans le cas de la santé mentale, où on se dit que c'est pour les autres, ça ne touche pas. Et à ce moment-là, on a tendance à s'en désintéresser. Et ça a joué de façon négative dans le cas des politiques envers les personnes âgées. Ce qui arrive cette fois-ci avec la pandémie, en plus du choc, c'est le fait que les effets de la négligence envers les personnes âgées, notamment dans les CHSLD, les autres lieux d'hébergement, a des effets rebonds sur la vie quotidienne des gens qui ne sont pas des personnes âgées. Et que les carences de notre système de prise en charge des soins de longue durée a eu un effet désastreux sur le système hospitalier, a provoqué des choses comme le délestage, l'encombrement des hôpitaux. Et donc, il y a eu des effets d'entraînement qui fait qu'il n'a plus été possible d'oublier le fait que la prise en charge des personnes âgées était inadéquate. Il y a également des facteurs démographiques qui entrent en ligne. Les personnes âgées qui, à l'heure actuelle, sont les plus vulnérables sont des personnes âgées qui datent de la région qui précède celle du baby-boom. Et c'est une génération que l'ancien ministre Jean Hébert a décrite comme
génération silencieuse. Et là, on arrive à un moment où les nouvelles cohortes de personnes qui vont être les personnes âgées, qui peuvent requérir des soins ou un soutien de l'État, sont les enfants du baby-boom, qui ne sont pas silencieux, qui se sont développés tout au long de leur vie en comptant sur un soutien de l'État et avoir les soutiens de l'État comme un droit et non pas comme un privilège, et qui, sur le plan démographique, gardent un poids politique important. Et donc, je ne crois pas que les générations qui viennent, qui abordent l'âge, la période du grand âge, se laisseront négliger par l'État comme leurs aînés l'ont fait. Et ça va créer des pressions, ça va créer une dynamique politique qu'on n'a pas observée au Québec dans les générations précédentes. Il y a ensuite des considérations économiques. Et c'est que c'est un élément que Yves Couturier souligne dans sa présentation, c'est que très souvent, les réformes au Québec ont connu l'échec parce qu'elles arrivaient au moment où l'État n'avait pas les ressources pour les mettre en œuvre. Et ça s'est manifesté, dans le cas des personnes âgées, vers le moment où on a choisi de délester les CHSLD pour retourner les gens qui n'avaient pas ces besoins-là dans la communauté. Mais on a créé de cette façon-là une surcharge sur les soins à domicile que le financement ne permettait pas de rencontrer, ce qui a mené à un alourdissement, mais aussi à l'abandon des services de soins à domicile pour une grande partie de la population. Et on est dans une période sur le plan des finances publiques qui est heureuse de ce côté-là, parce que l'État a une certaine marge de manœuvre, qu'il y a un changement des priorités qui a été renforcé par la pandémie, qui fait qu'on accepte de dépenser des sommes importantes en santé. Et aussi, sur le plan idéologique, le fait que la préoccupation du déficit est moins grande qu'elle a déjà été. Et tout ça mis ensemble fait que, pour une fois, les réformes attendues vont arriver à un moment où l'État dispose des fonds pour les mettre en œuvre. Puis ensuite, il y a des éléments qui sont liés à la façon dont on entrevoit le système de santé et qui correspondent à ce que Joanne Castonguay a décrit dans sa présentation. Il y a évidemment, elle travaille très fort pour faire passer ces idées-là puis qu'elles fassent partie de l'arsenal, mais on voit déjà qu'il y a des changements qui se développent sur la découverte de l'importance de la santé publique, sur l'importance de la première ligne, sur la multidisciplinarité qui va faire que l'ensemble des soins ne reposera pas uniquement sur les médecins, sur l'idée que les soins à domicile sont importants, qui commencent à percoler, et aussi peut-être aussi le fait que le traumatisme de la pandémie a fait que la logique d'institutionnalisation, qui est souvent devenue aussi une politique de séquestration, va renforcer la désirabilité des soins à domicile. Et donc, il y a des éléments qui permettent de dire que les facteurs qui permettraient un changement sont peut-être présents. Bien sûr, il y a une foule d'obstacles. Je ne suis pas jovialiste et il y a énormément de choses, d'obstacles à surmonter. Il y en a un qui est celui, dans le cas des personnes âgées, du moule institutionnel et de la préférence envers l'hébergement par rapport aux autres solutions. Il y a l'obstacle des ressources humaines. Il y a les éléments culturels qui font qu'on a exclu les personnes âgées de la vie quotidienne et de la vie courante. Il y a les problèmes aussi qui sont liés aux soins à domicile, qui sont des soins et des services qui sont à la limite du périmètre de l'univers conscient du système public, qui sont très souvent des soins qui ne sont pas médicaux, qui sont souvent des soins qui sont procurés par un secteur privé avec lequel l'arrimage est difficile. Puis enfin, il y a le défi de l'information qui est toujours là. Et ça j'arrête sur une petite note quotidienne, mais j'ai été totalement estomaqué ces derniers mois de voir que le Québec ne s'était pas précipité pour analyser les eaux usées, pour avoir une mesure d'incidence de la pandémie, quand il était clair que l'abandon des tests PCR rendait cette solution-là. Et c'est un détail, mais qui montre à quel point la résistance du système de santé vers l'innovation et vers les solutions relativement simples est encore très grande. Mais malgré ces inquiétudes-là, je voulais apporter à ce séminaire une petite note d'optimisme. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alain. Je vais prendre la balle au bond très rapidement sur les eaux usées parce que c'est vrai que c'est intéressant. Les autres provinces l'ont fait largement.
Et non seulement le Québec n'a pas voulu le faire, mais ça s'est fait jusqu'au début décembre. Et on l'a cessé immédiatement après l'annonce qu'il allait avoir une nouvelle vague qui allait arriver. Et donc, ça montre une espèce, presque une résistance à l'information, en tout cas à l'innovation. Je vais sûrement poser la question tantôt, c'est où ça va bloquer le plus durement. Mais en attendant, je vais laisser la parole à Yves Couturier, professeur à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke et auteur principal de l'étude « Réorganiser les soins de longue durée à la lumière de la pandémie ». Donc, Yves, pour que cette fois-ci soit la bonne, comment on va y arriver? Oui. Alors, accomplir son devoir de faire autrement requiert des conditions fondamentales. M. Dubuc, Mme Kassonga en ont nommé quelques-unes de ces conditions-là. Plus d'argent, plus de données, plus d'innovation. Mais j'aimerais vous parler surtout d'une quatrième condition qui manque et qui est un peu moins présente, à mon avis, dans les documents ministériels, à savoir la capacité de gérer le changement. Et je vais vous faire une petite preuve de pour cet argument-là en parlant 2 minutes là, du plan de Santé Québec, le plan dit de refondation, qui a une cinquantaine de mesures. Or, sur les 50 mesures, de mon point de vue, sur les 50 mesures, il y en a 43 ou 44 qui sont déjà implantées, à demi implantées, objets de projet pilote, passé, récent, réussi, pas réussi, à demi réussi, etc. Donc, plus d'innovation, oui, mais en autant qu'il y ait une véritable capacité au Québec d'enraciner ces innovations-là dans des pratiques quotidiennes. Sinon, on est condamné évidemment à répéter tout le temps, puis on est condamné à brûler de bonnes idées. Alors, quelques exemples. Une des mesures annoncées par le ministre, c'est d'agir sur le recrutement. Très bonne idée. Ça fait très longtemps qu'il y a des efforts en cette matière. Autre mesure, agir sur les agences de placement. Excellente idée, annoncée plusieurs fois, à demi implantée, etc. Donc, entendez-moi bien, je ne dis pas que les 50 mesures sont négatives. Au contraire, elles sont toutes positives, elles vont toutes dans le bon sens, mais elles doivent être accompagnées d'une capacité opérationnelle à faire advenir le changement concrètement. J'aimerais maintenant aller plus concrètement sur les services aux personnes aînées, en rappelant que la réforme de 2003, pas 2015, 2003, a été fondée sur des innovations puissantes développées au Québec pour les clientèles âgées, notamment les travaux portés par Roy Bergman et François Belland, le projet SIPA, et les travaux de Régin Imbert, que vous connaissez pour plusieurs, là, donc le projet Prisma. Ces innovations-là ont inspiré beaucoup la réforme de 2003. C'était prolongé dans la réforme de 2015, avec évidemment un certain nombre de traductions évolutives dans le temps, mais notamment autour de la capacité d'évaluer les besoins des clientèles et de faire en sorte que ces évaluations-là produisent des plans d'intervention qui permettront de documenter l'écart entre ce qui est donné et ce qui était requis, donc à documenter la performance clinique et en plus d'attacher le financement à ces profils de besoins. Donc, ça, là, ce qui est proposé comme innovation, ça a été implanté en mode expérimental à la fin des années 90 au Québec. Ça fonctionnait assez bien. Ça a été promu, c'était utilisé comme idée pour fonder opérationnellement la réforme de 2003-2004, prolonger, etc. Et bref, tout ça, aujourd'hui, c'est à demi implanté. Ça n'a pas les effets attendus. Ça n'a pas, on peut même dire qu'il y a une résistance maintenant autour de cette idée-là parce que ça n'a pas tenu les promesses. Ce n'est pas l'idée qui était pas bonne. C'était vraiment la mise en œuvre. Donc, il faut agir sur cette mise en œuvre-là. Une des conséquences potentiellement positives de cette crise pandémique-là,
c'est tout le monde est conscient qu'il faut maintenant apprendre de ses erreurs et pas seulement sur le ton du premier plan où on s'engage à arrêter de mal manger puis de faire du sport, mais de s'équiper pour en continu apprendre de ses erreurs. Ça s'appelle un système de santé apprenant. Et les 3 moteurs d'un système de santé apprenant, c'est quoi? C'est l'accès aux données, c'est des innovations, des connaissances, mais c'est aussi, et c'est à mon avis l'ingrédient qui manque au Québec, une capacité de gestion du changement qui est à la hauteur des défis. Alors moi, je rêve d'une agence dédiée à l'innovation, j'ai mal dit, une agence dédiée à la gestion du changement, une INES du changement, pour qu'on arrête de brûler des calories à développer des bonnes idées, à faire des projets pilotes, etc., qui n'ont pas beaucoup d'effet dans la vie, qui n'ont pas suffisamment d'effet dans la vie réelle des personnes âgées. Je conclus ce petit mot-là, puis on pourra évidemment discuter tout le monde ensemble par la suite, en vous invitant à aller voir le New York Times de ce matin. Vous savez, il y a un petit graphique quotidien sur les pays qui vont mal en matière de pandémie. Et le Canada est un pays qui va mal, il est en rouge aujourd'hui. Donc, peut-être qu'un des premiers apprentissages qu'on peut faire, c'est de se rappeler que la pandémie est loin d'être finie, puis qu'actuellement, aujourd'hui même, il y a plusieurs CHSLD qui sont victimes d'infections malgré les 2 ans d'expérience qu'on a. Donc, je me tais ici et je donne la parole à mon successeur qui va probablement dire des choses complémentaires d'un point de vue clinique. Merci beaucoup, Yves. En fait, c'est intéressant ce qu'on vient de mentionner à la fin, effectivement, la pandémie qui n'est pas finie. Juste pour rappeler, je n'ai pas vu les statistiques de ce matin, mais en toute fin de la semaine dernière, il y avait des cas actifs, donc des gens présentement contaminés et potentiellement contagieux dans à peu près la moitié des 400 CHSLD du Québec. Donc, on était rendu à au-dessus de 5000 cas actifs. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que c'est arrivé, mais ça fait quand même un assez bon moment. Donc, et ça, c'est sans compter les cas dans les résidences, les cas dans les hôpitaux. Donc, la pandémie est encore très présente. Je fais la passe à Kwok Nguyen, interniste gériatre, aussi épidémiologiste au service de gériatrie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Alors, Kwok, on t'écoute aussi pour qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit pour de vrai cette fois-ci. Merci. Il y a beaucoup à dire, malgré tout ce qui a déjà été dit. Puis une question qu'on peut se poser, c'est par quel angle le prendre? Est-ce que c'est l'angle clinique? Est-ce que c'est l'angle de la gestion? Est-ce que c'est l'angle démographique? Et peut-être que ce que je vous proposerai pour les quelques minutes là, avant la période de questions, c'est un mélange de tout ça. Puis les gériatres, on est habitué de prendre des concepts différents là, qui sont interreliés, puis essayer de trouver celui qui fonctionne le mieux dans la situation qui nous concerne. Peut-être commencer en disant que je suis heureux d'entendre M. Dubuc qui parle d'éléments qui semblent positifs, qui semblent dire que cette fois-ci sera celle où on aura les meilleures chances. Mais peut-être la question, c'est est-ce que malgré toutes ces bonnes chances-là, ce sera suffisant? Ça sera peut-être la bonne, mais est-ce que c'est suffisamment bon? C'est sûr qu'il faut, avant même de commencer, dire que le Québec, bon, les personnes âgées qu'on voit en ce moment, ce n'est même pas les baby boomers dans le pic de leurs besoins, mais c'est bien les parents des baby boomers. Et donc, il faut se dire que déjà, le réseau est un peu à bout de souffle, particulièrement le réseau pour les soins et les services aux personnes âgées. Donc, quel sera-t-il lorsque ce sont les baby boomers qui auront 75, 85, 90 ans? Et donc, face à ça, et face au fait que depuis des années, on parle de ce tsunami gris, certains n'aiment pas le terme, mais le fait que la population vieillit rapidement, et pourtant, on n'a peut-être pas fait les choses nécessaires, on ne s'y est pas préparé suffisamment. La question, c'est est-ce que la pandémie est suffisante? Puis j'avais déjà partagé ça avec les panélistes la dernière fois, mais des collègues qui sont là depuis plus longtemps que moi m'ont dit que quoi que tu verras, tu as fait le comité, tu t'efforces de faire ça, mais tu verras, on en parle beaucoup, mais pourtant, on va revenir à nos vieilles habitudes. Malgré qu'on ait frappé un mur, le système de santé va continuer. Je dois quand même dire que c'est quand même vrai. On constate que malgré tout, on parle plus des aînés, mais est-ce que sur le terrain, l'ensemble de nos lentilles, l'ensemble de nos façons de concevoir les problèmes a vraiment changé? Et à mon avis, suffisamment. La réponse serait non.
peut-être quelques petits éléments ici que je voudrais mettre à l'attention, c'est que je suis épidémiologiste, puis comme épidémiologiste, les gens pensent que je m'occupe d'infections. Ce qui était vrai fut une époque, mais maintenant, les épidémiologistes s'occupent beaucoup de maladies chroniques. Et en fait, moi, je m'occupe de maladies chroniques de personnes âgées. J'utiliserais cette image-là pour dire, bien, le système de santé a été constitué principalement pour s'occuper au départ de maladies infectieuses à une époque où c'est ça qui faisait des ravages. Maintenant, tranquillement, le système de santé s'occupe des maladies dites un peu plus chroniques, comme les pneumonies, les infarctus du myocarde, les crises cardiaques. Mais peut-être qu'il faut qu'il continue son virage pour s'occuper des maladies des personnes âgées, donc, comme on le dit souvent, des maladies qui ne nécessitent peut-être pas le plateau aigu des hôpitaux. Et malheureusement, les données dont on dispose, et quand on parle du système de santé, comment l'améliorer, ce qui revient beaucoup, c'est, à mon avis, encore beaucoup d'indicateurs qui sont des indicateurs de maladies aiguës, c'est-à-dire les chirurgies qu'il faut faire, tout à fait important, le temps d'attente à l'urgence avant de monter, les NSA, c'est-à-dire les niveaux de soins alternatifs, ces gens qu'on veut sortir de l'hôpital le plus rapidement possible pour faire des chirurgies. Mais pourtant, peut-être un point important, c'est de noter que pour autant qu'on conçoive de ces problèmes-là comme étant des problèmes hospitaliers, sans comprendre qu'il y a un continuum entre avant l'hôpital et après l'hôpital, comme le font les personnes qui s'occupent des personnes âgées, on ne risque pas nécessairement de trouver les solutions et les mettre en place au bon endroit. Et Mme Castonguay en a beaucoup parlé. À mon avis, ce qu'il nous faut, c'est parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Puis bien honnêtement, souvent, on produit des rapports. Moi, je suis convaincu que les solutions, elles y sont. C'est comment les mettre en branle. Puis la vérité, c'est que dans la pandémie, on pouvait voir déjà les difficultés. La question, c'est est-ce qu'on avait les ressources suffisantes sur le terrain et au sein de la gouvernance pour les mettre en place? Et la vérité, c'est que les soins aux aînés, les services aux aînés sont écartelés entre, en ce moment, le ministère de la Santé, disons, la direction hospitalière. Après ça, peut-être un peu de la direction de la santé publique pour la pandémie. Après ça, un peu la direction des soins aux aînés pour les soins à domicile. Et je reste persuadé qu'à la première vague, parce que cette responsabilité des aînés et de la pandémie était partagée, il n'y avait personne qui était imputable, personne qui se levait le matin en disant « Bon, ben moi, je m'occupe des aînés, ça va mal chez les aînés, comment ça va? Est-ce qu'il faut changer les ressources? Est-ce qu'il faut faire ce qu'on dit en bon français du advocacy? » Et il manque, à mon avis, encore aujourd'hui, encore dans la discussion, dans la réflexion, cette lentille aînée, c'est-à-dire des gens dont c'est la responsabilité de réfléchir à comment améliorer les systèmes de soins, comment dégager la marge de manœuvre, comment implanter. M. Couturier a parlé d'un institut de la gestion de changement. Moi, je prends cette idée-là, mais je lui rajoute la couleur aînée. Et je vous donne un exemple, puis on pourra peut-être détailler, mais une lentille aînée nous permettrait de voir qu'on manque cruellement de main-d'œuvre et on va continuer à en manquer parce que le nombre de 75 ans et plus va doubler dans les 20 prochaines années. Et peut-être d'une lentille aînée, on se dit peut-être qu'on peut créer un corps professionnel qui soit spécifique aux aînés. Ça ne se fera pas dans le ministère de la Santé en général. Ça ne se fera probablement pas dans la petite direction des aînés actuels. Ça ne se fera pas au ministère de l'Éducation. Mais ça pourrait se faire si les gens, puis je ne peux pas précisément dire comment l'implanter, cette lentille aînée-là, mais si elle existait et les gens se levaient le matin en se disant c'est ma responsabilité, je crois bien qu'on arriverait notamment à amener des milliers de professionnels qui ne viendraient pas cannibaliser les professionnels existants, mais qui viendraient d'autres sources de recrutement pour faire des soins aux aînés. Un autre exemple, on a parlé de données manquantes. Je vois bien que dans le plan de redressement du système de la santé, on prévoit les données, mais quelque chose me dit que les aînés, c'est-à-dire les éléments comme la perte fonctionnelle, les maladies chroniques, etc., ne figureront pas de façon aussi importante que la vitesse des chirurgies et les délais d'attente. Mais encore une fois, si on ne mesure pas puis on n'en est pas conscient, on ne sera pas capable de changer les choses. À mon avis, après mes discussions avec ceux qui sont là depuis plus longtemps cliniquement et ma propre clinique, j'ai réellement l'impression qu'il nous faut cette lentille aînée-là. Puis, bon, je taquine en disant on n'a pas fini le virage ambulatoire. Puis, je pense que pour le finir, si on y rajoute un autre A, c'est-à-dire le virage aîné, peut-être qu'on maximise les chances que cette fois-ci soit la bonne. Merci beaucoup, Kwok. C'est très intéressant comme perspective parce qu'effectivement, la perspective de l'âge avancé, on ne l'a pas tant qu'on n'est pas à l'âge avancé. Et comme on n'en revient pas, c'est plus difficile de transmettre après.
C'est très intéressant aussi l'idée d'un corps professionnel qui serait dédié aux aînés. Là, finalement, la perspective du clinicien vient compléter celle qu'on a, nous, sous un œil plus macro. Toi, tu l'as sur le plancher. On est rendu à l'étape de la discussion aux panélistes. Je vois qu'il y a des questions on commence à me transmettre des questions. On va y arriver bientôt. Vous pouvez les écrire en questions-réponses et on va me faire une sélection, on va m'en envoyer. J'aurais envie de demander de revenir peut-être vers Mme Castonguay. On a parlé beaucoup de gouvernance, de productivité, de valeur ajoutée, qui sont des termes plus économiques qui peuvent apparaître un peu abstraits. Mais pourquoi c'est si important dans le cadre des réformes qu'on veut voir s'opérer? Je ne sais pas si vous voulez intervenir un peu là-dessus ou commenter d'autres aspects des présentations des panélistes. En fait, merci pour la question. Puis ça me permet de faire un peu le lien avec quelques éléments qui ont été mentionnés. Mais surtout, en fait, quand on parle d'avoir une lentille aînée, quoi qu'a beaucoup mentionné les aspects d'information à la fin. Puis si on mesurait les résultats qu'on obtenait dans le système, si on avait une meilleure idée des maladies qui se développaient au sein des personnes âgées, peut-être qu'on comprendrait mieux leurs besoins puis qu'on développerait un système où on pourrait agir davantage sur l'organisation du système pour répondre à ces besoins-là. C'est justement ça qui manque dans le système. Et quand on parle dans notre rapport que la gouvernance n'est pas organisée autour des résultats, mais beaucoup plus autour de l'activité, ça pointe encore une fois sur les données qu'on a, puis qui sont des données qui sont insuffisantes, puis qui ne mesurent pas les bonnes choses. Et donc, si on avait des données qui portaient sur les résultats, si on avait des données qui portaient sur les besoins, on pourrait prévoir. Et de là, la mission de la gouvernance, c'est-à-dire de regarder qu'est-ce qu'on a comme ressources, qu'est-ce qu'on a comme besoin, et d'allouer les ressources aux bons endroits, et de mesurer aussi, est-ce que ça marche, nos stratégies, de développer des stratégies pour répondre à ces besoins-là, puis de mesurer et de contrôler en fonction de ça, et d'avoir des mécanismes incitatifs qui vont s'assurer que les objectifs de chacun sont complémentaires avec les buts du système. Ça, c'est la façon dont une gouvernance appropriée devrait fonctionner. Et dans notre rapport, ce qu'on montrait, c'est qu'il n'y avait pas de complémentarité entre les mécanismes de gouvernance, donc les leviers, les incitatifs, la prise de le suivi des résultats, les données, qui étaient orientés justement vers cette amélioration-là de la valeur avec les ressources dont on dispose. Alors pour nous, c'était clé et c'est la raison pour laquelle dans nos orientations, on avait cette recommandation-là qui était principale, en fait deux qui portaient sur ces éléments-là, c'est-à-dire d'avoir un système un ministère qui est beaucoup moins dans les opérations, mais beaucoup plus dans la gouvernance, donc dans s'assurer que le système réponde aux besoins puis de faire les changements qui s'imposent, mais aussi de réorienter sur les résultats plutôt que sur l'activité. Je vais arrêter là, je pourrais continuer. Non, mais c'est très intéressant parce que quand on parle justement moins dans les opérations et plus dans la gouvernance, c'est un changement qui est immense parce que traditionnellement, on a un ministère de la Santé ou en tout cas, la caricature, c'est s'il manque un diachylon, on va demander au ministre où est-ce qu'il est passé, alors que normalement, on devrait être dans les orientations. Yves, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce que tu as dit sur la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup des idées, 42 ou 43 sur 50 sont déjà avancées, en tout cas, ou tentées à divers niveaux avec des degrés de succès qui ne sont évidemment pas ceux qu'on souhaiterait. Maintenant, faut trouver une façon, faut les mettre en œuvre en donnant la capacité opérationnelle. Qui doit être responsable de la mise en œuvre ultimement? C'est à la fois lié à la gouvernance, qu'on vient de le dire, Mme Castonguay, et à la capacité autonome des organisations à suivre leurs propres actions en termes d'implantation. Sur la gouvernance, sans vouloir tirer sur les corbillards qui passent, quand même, il faut qu'on se questionne sur la capacité des CIS et des CIUS
à faire autre chose que de reproduire des mini-ministères? Dit autrement, est-ce que ce n'est pas des organisations si grosses qu'elles n'ont pas la capacité de s'adapter localement et d'avoir un regard cliniquement utile pour mesurer leur performance? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout casser, c'est pas ce que je dis, là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Une autre réforme? Non. Malheureusement, c'est un bon exemple, c'est-à-dire le mot réforme a été brûlé par une succession de réformes à demi accomplies. Là. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une question qui se pose autour de la capacité des CIS et des CIUS à. Si le ministère dévolue du pouvoir vers les CIS et les CIUS, est-ce que ça va créer de la proximité? Peut-être pas. Deuxième objet que je voulais apporter, c'est sur la capacité de gestion du changement. Il y a des bureaux de la qualité dans les établissements. Il y a dans les groupes de médecine de famille des agents d'amélioration continue de la qualité. C'est relativement récent. Je pense qu'il faut miser là-dessus davantage pour que les bonnes idées s'enracinent dans la réalité de chacun des territoires. Il y a, pour l'ensemble des 380 GMF du Québec, là, il y a une quarantaine d'agents d'amélioration continue de la qualité, pas tous à temps plein, qui font tous un travail formidable avec beaucoup d'effets positifs, en tout cas, on peut le penser. Mais ce n'est pas suffisant pour faire advenir les choses. Donc, on pourra forcer par en haut à faire descendre des bonnes idées. S'il n'y a pas des gens dédiés à les faire advenir, c'est un problème. Actuellement, là, les gestionnaires qui ont des missions de suivre l'implantation des bonnes idées, ils ont 50 dossiers différents, ils sont débordés sur les 50, et il y a un ordonnancement qui se fait des priorités selon la température de l'eau. Et malheureusement, c'est là qu'il y a un peu d'agisme, les priorités personnes aînées ont tendance à rester sur le dessous de la pile. Alain, je t'ai vu hocher la tête à quelques reprises. Là, on a le ministère, on a les CIS, les CIUS, puis on a au niveau du plancher, on a les établissements, c'est pas le terme du ministère, en tout cas, bref, les hôpitaux et les CHSLD. On fait quoi? Là, on est pris un peu avec les CIS et les CIUS. Tu en as vu des débats de structure pendant plusieurs années. On les défait, on les refait, on les coupe du ministère, on coupe le ministère ou on enlève tout ça puis on laisse les établissements s'organiser pour faire plaisir à quoi, qui peut avoir aucun étage autour de lui. On s'en va vers où avec ça? Parce que c'est quand même une structure qui est énorme. Le ministère de la Santé, c'est plus de 300 000 personnes qui travaillent dans toutes ces déclinaisons. C'est ça, c'est que le réflexe, en fait, c'est qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel dans le ministère de la Santé, dans ses structures. Et très souvent, le réflexe va consister à contourner cette lourdeur du ministère en pensant à des mécanismes. La lentille est née, par exemple. Je comprends parce que dans l'étude que j'ai faite pour l'Institut du Québec, j'ai évoqué l'idée de la possibilité de est-ce qu'on crée un ministère des aînés? Et l'idée consistait à dire ça prend un ministère des aînés et justement, on le voit avec l'échec de la ministre responsable des aînés, ce n'est pas un ministère, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de pouvoir, pas d'outils. Et donc, c'est peut-être que pour que la prise en charge des aînés soit correcte, il faut retirer cette responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux. Mais je suis ambivalent par rapport à ma propre suggestion parce que c'est un aveu d'échec. On dit, puisque le ministère ne fait pas son travail, on va le balkaniser en espérant que les partis et qu'il y a peut-être d'autres solutions. L'une d'entre elles, effectivement, c'est peut-être que, comme Joanne Castonguay le propose, si le ministère est là pour gouverner et non pas pour opérer, qu'à ce moment-là, il aura le recul et la capacité de tenir compte des différentes priorités sans être absorbé par celles qui sont les plus visibles, comme les soins aigus et ainsi de suite. C'est que je ne sais pas encore parce que, effectivement, le mieux, ce serait que le système fonctionne et que le ministère fasse sa job plutôt que de trouver des façons indirectes de compenser ses limites. Ça, c'est une chose. Dans le cas des CIS et des CIUS, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que la structure de gouvernance de chacune de ces organisations-là était déficiente. Et donc, qui fait que ce qui était
à l'extrémité du périmètre des CIS et des SUS, notamment les CHSLD, les institutions qui étaient moins nobles dans l'esprit du planificateur classique ont été négligées. Mais ça me paraît, et le financement souvent a été inégal en fonction de cette absence de priorité pour les aînés. Est-ce qu'on peut compenser ça par des mécanismes de financement adéquats pour ce qui est le soutien à l'autonomie? Et donc, mais à ce moment-là, ça veut dire que est-ce que le ministère jouerait correctement son rôle de distribution et de répartition des ressources? Ça pourrait être des solutions. Mais pour l'instant, je vois bien que notre réflexe, c'est parce que les structures sont dysfonctionnelles, de s'attaquer aux structures plutôt qu'à la façon dont elles fonctionnent. Oui, c'est ça. Puis le problème, c'est que pour implanter des bons fonctionnements, ça prend des structures qui fonctionnent aussi. Fait que il y a une question de poulet d'œuf qui n'est pas facile à résoudre. Je vais retourner vers quoi sur l'idée du ministère des Aînés, parce que, en tout cas, tu me corrigeras, mais ce qu'on comprend un peu de ta présentation, c'est il y a des messages, des souhaits, des désirs, des idées qui sont émises sur le terrain dans les parties du système de santé qui s'occupent des aînés. Mais on a l'impression que ça ne remonte pas nécessairement aussi loin, puis ça ne parle pas assez fort. Le ministère des Aînés, à vue de nez, il deviendrait probablement, en termes de ressources, le 3e ministère au Québec. Il serait derrière la santé et l'éducation, peut-être possiblement devant la famille, parce que ça coûte beaucoup plus cher s'occuper d'aînés que de jeunes enfants. Est-ce que ça serait une façon d'avoir quelqu'un qui est assis à la table et qui tire ça de l'autre côté avec un certain nombre de ressources qui tombent automatiquement sur son chapeau? À ton avis, du point de vue du clinicien, penses-tu qu'on aurait plus de chances d'être entendu? Je dirais peut-être, quand on parle de l'anti-aîné, en tout cas quand moi j'en parle, c'est sûr que c'est l'idée pas juste à l'échelon clinique. C'est sûr que ça part de là. Hein. Moi, c'est ce que je connais, là, c'est ce que je vis au quotidien, mais c'est de l'échelon clinique, c'est-à-dire je fais des consultations pour mes collègues qui ne sont pas des gériatres, des médecins de famille, et j'amène donc la lentille aînée. Donc, c'est en collaboration. Mais il y a une expertise qui est spécifique à la gériatrie, disons. Mais je pense que si on monte effectivement à l'échelon des CIUS puis des CIS, bien souvent, la perspective aînée, elle est dans une direction qui est séparée souvent de la direction dite plus médicale et universitaire et pharmacien. Mais ça, c'est peut-être, à mon avis, un problème. C'est aussi une difficulté. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable et optimal pour prendre les meilleures décisions. C'est-à-dire que la direction des CHSLD ou de la direction SAPA a probablement à avoir plus d'interaction avec la direction qui s'occupe, disons, d'une certaine façon, des urgences, parce que le problème de manque de lits, disons, en hébergement ou soins à domicile font que les gens finissent par devoir aller à l'hôpital consulter. Donc, puis, si on monte à l'échelle ministérielle, c'est cette même idée entre la direction, disons, des aînés et le reste, quote unquote, du système de la santé. À quelque part, je n'ai pas la réponse non plus, puis cette idée de ce qu'il faut intégrer horizontalement les aînés, c'est-à-dire dans chacune des sous-directions du ministère et même à l'extérieur du ministère de la Santé, ou est-ce qu'il faut séparer, balkaniser, j'aime bien le mot, séparer ça. Je dirais au minimum, il faut du sang neuf, parce que ce n'est pas quand on se noie qu'on apprend à nager. Puis j'ai bien l'impression qu'on se noie puis qu'on va continuer. Mais le mot est peut-être fort, là, mais j'ai bien l'impression qu'on manque de soins à domicile, qu'on manque de ressources dévolues aux personnes âgées. Et donc, il faut du sang neuf. Et après ça, il faut gérer le changement. Est-ce que la meilleure façon, empiriquement, là, de façon gestion, c'est de créer un autre ministère avec du sang neuf, des nouvelles façons de faire? Peut-être. Mais ce qu'on perd à ça, et qu'on a voulu faire avec les CIS qui sont intégrés, là, le I, c'est justement de comprendre que de nombreuses de nos problématiques de soins aigus hospitalières proviennent de déficiences qui sont à l'extérieur de l'hôpital. Et donc, si on balkanise trop, peut-être qu'on perd ce petit côté, pas cet immense côté de continuum qui est essentiel. Puis je pense que M. Couturier en parlera. Mais au minimum, pour moi, c'est les aînés et surtout les très aînés, c'est-à-dire, disons, 75-85, c'est eux qui vont continuer d'occuper le plus de lits, le plus de soins et de services. Et je trouve que l'énergie qu'on y met pour optimiser, pour comprendre, pour faire la gouvernance est insuffisant. Et vraiment, donc, c'est du sang neuf. C'est pour ça que je parlais cliniquement du corps professionnel, mais c'est un peu la même idée peut-être que dans le CIUS, le nombre de personnes qui se réveillent le matin en disant, bien, mon problème, c'est améliorer la valeur pour les personnes âgées, il n'y en a pas suffisamment. Donc, comment faire? Ça, je laisse ça à d'autres.
Yves, tu veux réagir? Bien, sur la question de l'anti-aîné, là, j'aimerais nous mettre en garde collectivement contre un effet normal, compréhensible de la pandémie, c'est-à-dire de tourner le regard beaucoup sur les CHSLD. C'est tout à fait normal, je comprends bien, là. Mais pensez à votre grand-mère qui vieillit et qui connaît des symptômes qui laissent entendre qu'il y a peut-être un début d'Alzheimer qui s'installe. Elle va d'abord recevoir des soins primaires de son médecin de famille et de l'équipe autour du médecin de famille. Ça va prendre plusieurs années avant que l'aide à domicile s'installe, souvent à l'occasion d'hospitalisation plus ou moins évitables, etc. Il faut augmenter la capacité québécoise d'agir en amont de la grande perte d'autonomie, parce que c'est là que beaucoup de choses se jouent. Et donc, les groupes de médecine de famille ont été très, très éprouvés par la pandémie. J'ai l'impression, de mon point de vue, qu'ils ne sont pas encore perçus comme une priorité élevée du point de vue du ministère, qui a encore un réflexe très hospitalo-centré, et que cela aura des conséquences. Les reports de soins, je ne parle pas que des grandes chirurgies, puis les reports de soins quotidiens vont faire en sorte que votre grand-mère va reconnaître plus tôt des hospitalisations évitables et le grand cycle de la perte d'autonomie va s'installer. Donc oui, sur longue durée, CHSLD, c'est bien entendu, là, mais il faut penser à l'ensemble du continuum. C'est intéressant parce que je vais aller tranquillement vers les questions et commentaires du public virtuel, mais bien présent et bien attentif. Il y a Nasrine Sultana qui pose la question, étant donné que beaucoup de ces lacunes étaient déjà présentes et connues et qu'il existe des inquiétudes quant à la capacité de gérer les changements, pourriez-vous préciser si et comment les capacités ont été affectées par la pandémie? C'est un peu ce que tu disais, Yves, c'est qu'on n'a plus les mêmes capacités qu'avant la pandémie pour faire face à des problèmes qui étaient déjà existants. Et là, je ne sais pas si Mme Castonguay ou Alain veut aller là-dessus. À quel point nos capacités ont été affectées pendant la pandémie? Par exemple, on sait que présentement, il manque 13 000 travailleurs de la santé juste pour la COVID. Ça compte pas le reste. Mais pour le reste, je ne sais pas si l'un de vous deux veut réagir. Oups, le micro. Il faut ouvrir le micro. Merci. Merci. Oui, j'aurais effectivement quelque chose à dire. Ce qu'on observe, c'est qu'on n'a pas fait les mouvements. Quand je parlais de gouvernance tantôt, puis je disais, on ne planifie pas assez, on ne réoriente pas le système pour répondre aux besoins. Bien, les capacités ne sont pas nécessairement à la bonne place ou ne sont pas organisées de la bonne façon. Et quand l'intégration des services, c'est une super idée. Ça fait au moins 20 ans qu'on en parle, là, puis qu'on ne le fait pas. Alors, puis on ne le fait pas parce que nos données ne sont pas organisées comme ça, parce que les attentes, les objectifs qui sont donnés aux établissements ne sont pas en fonction de ça, sont plutôt en fonction de l'activité qui se passe dans chacun des services. Les financements est accordé de cette façon-là. Bref, quand on dit il va nous manquer, je ne sais pas, tu as dit 13 000 ou je ne sais pas trop, peu importe, là, quand on est rendu au-dessus de 10 000, là, je veux dire, c'est des nombres tellement gros que ça n'a aucun rapport avec la réalité ou même nos capacités potentielles. Donc, ce que ça nous indique ou ce que ça m'indique, c'est qu'on a d'autres choix que d'innover. Et innover, je ne parle pas juste rentrer des bidules technologiques. Innover, ça veut dire travailler autrement. Ça veut dire revoir les rôles des acteurs. Ça veut dire distribuer les ressources de façon différente. Et ça veut dire de s'assurer que nos institutions et notre réglementation soutient ce changement-là. Et pour le soutenir, bien, il faut le voir arriver, il faut le planifier, comprendre quelles sont les politiques qui le favorisent ou non. Et c'est tout ça dans la gouvernance qui manque. Et c'est pour ça, dans notre rapport, quand on dit, on organisait, souvenez-vous, j'ai organisé l'information, on a organisé l'information en 4 grandes catégories, mais essentiellement, ce que ça dit, c'est en somme,
Le ministère ne gouverne pas, ne fait pas de gouvernance. Ils opèrent le système. Ils sont toujours en mode urgence. De fait, c'est parce qu'il y a des urgences, mais il faut, à un moment donné, il va falloir qu'ils mettent un certain nombre d'individus qui passent le temps nécessaire pour justement regarder c'est quoi les priorités, c'est quoi les ressources, c'est quoi les obstacles institutionnels qui fait qu'on... Et c'est là que la proposition, c'est là que la proposition, nos recommandations nous amènent. Et évidemment, ben, ça commence par les bonnes données. Et quand on dit avoir des indicateurs de résultats, ben, ça aussi, ça se planifie. Je veux dire, c'est pas en disant demain matin, on va avoir des indicateurs sur les résultats. Il faut que ce soit des choses qui sont scientifiquement solides, que tous les acteurs utilisent ces mêmes indicateurs-là, les suivent, les rapportent de la même façon, de sorte que l'information soit utilisable, mais ça prend aussi les capacités pour les analyser. Alors, bref, c'est une grosse réponse pour une question qui était relativement petite, mais bref, on n'a pas développé ces capacités-là. C'est très intéressant parce que c'est un peu comme si le ministère doit résister un peu à la tentation de gérer ce qui se passe sur le terrain pour s'occuper des grands déterminants puis laisser ceux qui sont sur le terrain. Vous avez parlé des données, je vais juste mentionner rapidement quand même un point d'information intéressant, c'est qu'il y a un Institut canadien d'information sur la santé qui fait les comparaisons entre les différentes provinces pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, où ça bloque, où ça congestionne. Et sur plusieurs de ces indicateurs-là, le Québec ne communiquait pas ces données. Fait qu'on n'était même pas capable de se comparer avec les autres pour voir est-ce que nos solutions avaient du sens. Je vais aller vers des commentaires encore. Deux qui reviennent un petit peu au même. Un, M. François Godin, est-ce que la prise en charge des personnes âgées, et prise en charge des personnes âgées, entre guillemets, ne témoigne pas d'une vision un peu passéiste du vieillissement, c'est-à-dire que les aînés, lorsqu'ils perdent de leur autonomie, ne contribuent-ils pas d'autre façon à notre santé individuelle et collective? Donc, leurs besoins, leurs attentes pourraient être mieux entendus. Et j'ai un commentaire aussi de Aranzazou Recaldé, et j'espère que je le prononce bien. On a peu dit sur les perspectives des personnes concernées, comment les incorporer dans les options suggérées, comment contribuer à leur place dans la société, parce que c'est un peu ça aussi. C'est souvent quand il y a des discussions, là, je pense à l'image caricaturale un peu des discussions sur la diversité, on voit 4 hommes blancs d'âge moyen, par exemple. Et là, quand il y a des discussions sur les aînés, trop souvent, les aînés sont pas dans la discussion, parce que par définition, ben, ils sont souvent justement retraités, ils sont pas là. Donc, il n'y a pas une espèce d'absence. Je ne sais pas, Alain ou quoi. Si, oui. Il y a un élément là-dedans, c'est que le vieillissement c'est un continuum. Et donc, il y a des étapes. Et que pendant une grande partie de leur période âgée, les gens ne sont pas pris en charge, ils sont soit totalement autonomes, soit accompagnés, ou soit soutenus. Et que la prise en charge, parce qu'il y a aussi il y a une espèce de langage, on parle de soutien à l'autonomie des personnes âgées, et la plupart des gens pour lesquels on déploie des politiques de soutien à l'autonomie ne sont plus autonomes. C'est ceux qui sont dans le CHSLD. Et donc, il y a une longue partie du vieil âge où les gens sont autonomes. À ce moment-là, la prise en charge arrive au moment ultime où ces moyens individuels avec des outils d'accompagnement ne sont plus nécessaires. C'est que, donc, mais on oublie ça, c'est qu'on commence à être vieux plus jeune, puis à ce moment-là, il y a des outils qui sont nécessaires pour poursuivre une vie normale dans son milieu et avec son plein potentiel puis sa pleine qualité de vie. Et donc, quand on parle de soins à domicile, surtout dans le cas des soins à domicile, c'est pas de la prise en charge, c'est du soutien, de l'accompagnement. Il faut faire, je pense, si on utilise bien les mots, peut-être qu'on va éviter l'agisme, le paternalisme et d'autres types de réflexes que la société peut avoir. Je vais sortir un peu des patients pour aller vers les médecins. J'ai une question de Noëlla Goyet. Il y a toujours eu de la difficulté à attirer les médecins en dehors des hôpitaux pour les intéresser aux soins aux aînés, tant dans les CHSLD que dans les soins à domicile, autrefois gérés par les CLSC. Quelles solutions devrait-on mettre de l'avant? D'abord, je vais poser la question à Kwok si tu as la perception que c'est toujours le cas. On sait que la médecine de famille en général est moins attrayante, parce que c'est le cas aussi pour la gériatrie. Comment on fait pour remédier à ça? D'autant plus qu'on manque de médecins au Québec. Le Québec est un des endroits dans le monde riche où on a le moins de médecins en fonction de notre population. Oui,
C'est juste rectificatif. Souvent, on demande beaucoup aux gériatres de commenter la question des personnes âgées, mais il faut savoir que la plupart des médecins qui s'occupent de personnes âgées sont des médecins de famille, là, bien évidemment, il faut le dire. Et effectivement, si on regarde le match cards, là, donc les externes qui deviennent résidents, il y a beaucoup de places libres encore en médecine de famille. Bon, on ne rentrera pas dans le pourquoi de ça, mais effectivement, l'attractivité n'est peut-être pas aussi grande. Pour la gériatrie, il faut savoir qu'on est une centaine de gériatres au Québec. Le gériatre avec une formation de 5 ans, entendons-nous, pour 20 000 médecins, là, grosso modo. C'est sûr qu'on n'est pas énorme, on n'est pas un très grand nombre. En termes d'attractivité, moi, je pense, c'est quand même les dernières années ont quand même été assez populaires sur le plan du recrutement des médecins en gériatrie, mais ça reste encore un coup d'épée dans l'eau quand on regarde la taille de la tarte dont il faudra s'occuper. Ça revient beaucoup. C'est sûr que, bon, la question se pose aux médecins. Donc, comment faire? Il n'y a pas de solution miracle, à mon avis. C'est sûr qu'il y a beaucoup une question de... Bon, c'est multiniveau, là, donc des modèles de rôle, donc comment on peinture le vieillissement, comment on parle des personnes âgées. Là. Bon, la caricature aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un reportage, c'est toujours des images de CHSLD qui ressortent avec des mains de personnes âgées, plutôt que... Bon, Patrick Lagacé, hier ou avant-hier, là, avait parlé de la beauté en CHSLD, mais la vérité, c'est qu'il y a de la beauté dans tout le vieillissement et il y a aussi du déclin dans le vieillissement. Donc, peut-être d'avoir quelque chose d'un peu moins caricatural, trop noir, trop rose. Mais puis, je vais me permettre ça comme médecin. Là, les soins aux personnes âgées, c'est beaucoup des services. Et donc, ce n'est pas juste des docteurs qu'il nous faut pour mieux soigner des personnes âgées. Là, les nombreux problèmes de la pandémie auraient été amenuisés, pas en ayant plus de docteurs uniquement, mais en ayant plus d'auxiliaires familiaux, de préposés aux bénéficiaires qu'on a eu, d'infirmières. Et encore, je relève avec l'idée d'un corps professionnel qui s'occupe des personnes âgées. Donc, il y a aussi des problèmes de recrutement de ce côté-là. Et il faut aussi y réfléchir, pas juste pour les médecins. Oui, en effet, c'est tout un défi. J'ai envie de vous faire avant de redonner la parole à Mme Castonguay pour le mot de la fin, parce qu'il va falloir y arriver malheureusement. Parce qu'on ne pourra pas tout régler en un après-midi. C'est pas faute de vouloir essayer. En 30 secondes, ou 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, chacun de vous, sans tomber trop dans le négativisme, mais plus une question de voir les dangers et les écueils. Alain de donner un indice tantôt, mais quand même, j'aimerais ça vous poser la question. Vous vous attendez à ce que ça bloque principalement où? Je ne sais pas, Yves, si tu veux démarrer, te risquer là-dessus. Ben, je m'attends qu'il y ait beaucoup de bonnes idées de mal implantées encore une fois. Là-dessus, je suis malheureusement pessimiste. Alain, tu t'attends à ce que ça... Où va être le principal écueil, la principale impasse? Le poids de la logique institutionnelle. Dans le cas des personnes âgées, je pense que c'est les réflexes, la structure du réseau, la culture va vers l'institutionnalisation sous toutes ses formes. Donc, autrement dit, on va continuer à faire des maisons des aînés pour les 40 prochaines années. Et puis avoir tendance à ne pas tenir compte, de ne pas autant soutenir le soutien à domicile qui ne rentre pas dans les réflexes, qui ne correspond pas aux outils de mesure et de valorisation que le réseau s'est donné. Parce qu'il faut le rappeler, le Canada est un des pays, et Québec aussi, qui investit le moins dans les soins à domicile. Puis là, je pense qu'on peut vraiment parler d'un investissement parce que c'est un investissement dans la qualité de vie, mais c'est aussi parce que ça coûte pas mal moins cher. Ça évite la dégradation. Donc, les réflexes les mauvais réflexes risquent d'être encore là. Quoique sur le blocage, toi, tu le vois où? Je pense peut-être 2, si je peux me permettre. La pénurie de personnel à tous les niveaux, pour moi, ça reste un grand défi. Et peut-être après ça, c'est peut-être la fâcheuse tendance qu'on a à penser au vieillissement comme ayant une solution, c'est-à-dire et peut-être en essayer une puis trouver que ça ne fonctionne pas, alors qu'il n'y aura pas une solution à l'enfance. Le problème de l'enfance, c'en est pas un. Donc, le problème du vieillissement n'en est pas. Donc,
l'écueil peut-être majeur, c'est justement se décourager parce que la complexité nous rebute trop et une initiative mise en place n'a pas eu les effets escomptés. Donc, on a besoin d'une variété de solutions. Je ne sais pas si, Madame la commissaire, sur les écueils qui vous inquiètent le plus, je ne sais pas si vous voulez vous avancer sur ce terrain-là, en ouvrant votre micro. C'est correct. Vous êtes Donc, en fait, je ne veux pas me parler des blocages, je veux plutôt parler de qu'est-ce que je ferais puis qu'est-ce que je propose de faire. Puis ça revient exactement aux propositions qui viennent d'être émises par mes collègues ici. Mais essentiellement, quand on parle du rôle du ministère qui devrait jouer son rôle de gouvernance, c'est pas juste faire la gouvernance, mais c'est aussi soutenir, développer les compétences qu'on a besoin pour faire face au changement et développer les compétences pour justement avoir les moyens d'innover, donc comprendre comment le faire. C'est sûr que si on organise, qu'on laisse la place que les soins à domicile ont, qu'on laisse la place que les médecins de médecine de famille ont, qu'on laisse la place que les gériatres occupent à l'heure actuelle, l'occupent dans le futur, que l'hébergeur, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Je veux dire, absolument pas. Donc, il faut repenser les relations entre chaque et bien comprendre où est-ce qu'on s'en va. Et de là, notre proposition d'orienter le système sur la valeur. Donc, par où je passerais, là, ça serait quoi les premiers éléments que je ferais? C'est justement développer des capacités de gouverne au ministère pour qu'ils puissent développer leur rôle, mais aussi il y a une urgence de se doter de systèmes d'information qui nous permettent de soutenir la prise de décision. Donc, dans ce sens-là, la loi 19 est excessivement importante. Donc, il faut soutenir le changement, puis le soutenir, bien, ça va d'abord par le comprendre, le prioriser, puis envoyer les ressources pour développer les capacités à la bonne place. Et ça veut dire aussi mesurer pour voir si on atteint les résultats attendus, puis sinon, bien, on revoit nos stratégies. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne va pas arriver avec une solution, puis ça va résoudre le problème pour les 20 prochaines années. Au contraire. S'il y avait un message à retenir de tout ce que de vos travaux, ça serait donc? Ben, c'est les donner la gouvernance, mais soutenir le changement. S'assurer qu'on va chercher la valeur de l'ensemble des propositions. Parce que les propositions, les solutions, on les connaît. Mais il faut s'assurer qu'on met en place les éléments requis pour atteindre les résultats souhaités. Bon, écoutez, on va souhaiter que M. Dubé était à l'écoute sans le dire sous un faux nom pendant le webinaire et qu'il a tout enregistré ça, que ça va être entendu. Kwok Nguyen, interniste gériatre, épidémiologiste. Yves Couturier, professeur à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke. Alain Dubuc, professeur au HEC, ancien éditorialiste, auteur d'une étude sur les soins aux aînés. Et Joanne Castonguay, commissaire de la santé, merci énormément d'avoir pris le temps pour cette discussion et on aura peut-être l'occasion d'en avoir d'autres. Merci à tout le monde qui ont assisté aussi. Merci pour vos questions. J'aurais continué pendant très, très longtemps. C'est un sujet qui me passionne aussi, qui est essentiel. On va devoir s'y reprendre. J'en profite pour inviter les gens qui nous écoutent. On est toujours à la sujet. Moi, pour Option Politique, je suis à la recherche d'articles. Le système de santé est définitivement quelque chose qui a besoin d'idées, de politique publique. Donc, c'est une autre façon de contribuer à la discussion. Alors, je vous remercie encore tout le monde une dernière fois et au plaisir de vous revoir bientôt en réel ou en virtuel. Merci beaucoup. Au revoir.